Alors, nous continuons donc avec le dernier séminaire de l'année. Alors d'abord, une première annonce. C'est que nous avons la chaire de littérature comparée accueillera à partir du mois de mai une conférencière invitée, Anne Jefferson, professeure émérite de littérature française à l'université d'Oxford, qui donnera 4 conférences sur le génie, intitulées « Le génie et ses vicissitudes, une histoire française du XVIIIe siècle à nos jours ». Ça commencera à partir du 10 mai et ce sera jusqu'au 31 mai. Donc, je vous invite à venir nombreux à ces conférences d'Anne Jefferson. Mais pour cette séance de séminaire, en fait, je n'ai quasiment rien à dire puisque j'ai déjà présenté l'œuvre de Sophie Rabault pendant le cours. Ça a très bien coïncidé. Ce n'était pas absolument prévu, mais c'est comme ça. Et Sophie Rabault est, vous avez pu vous en rendre compte avec ce que j'ai dit, c'est l'une des chercheuses en littérature comparée et en théorie littéraire les plus brillantes et les plus productrices qui soient. Elle est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Alors j'ai déjà cité plusieurs de ses livres et donc je ne vais pas le refaire, la production est abondante et je peux citer simplement le dernier à nouveau, Mission Comédie, écrit avec Florian Pénanec, qui est un livre qui fait beaucoup penser et qui est aussi très drôle à lire. Donc c'est assez remarquable ce mélange d'humour et de pensée et d'intelligence. Parce que justement, Sophie Rabault explore en quelque sorte, elle va nous le dire tout de suite, elle explore ce qui peut être la 10e catégorie des œuvres perdues, je ne sais pas, les œuvres qui auraient pu exister, les possibles de l'histoire. Et en tout cas, nous allons le découvrir avec cette conférence intitulée Wandering Rooms, l'œuvre perdue de James Joyce et Théodore Reinach. Merci de m'accueillir dans ce lieu où plane l'ombre de Roland Barthes. Roland Barthes, dont il a été beaucoup question au début de ce séminaire, d'un Roland Barthes dont nous n'avions à proprement parler rien perdu, mais dont pourtant nous manquaient des œuvres qu'il n'avait pas écrites, catégorie 5 donc. C'est de cela dont je vais essayer de parler aujourd'hui, de cette perte qui naît d'un manque. Mais comme Barthes nous a aussi appris à penser et à réfléchir en disant « je » à la première personne du singulier, c'est à la première personne du singulier que je voudrais commencer à m'interroger. Je partage en effet avec quelques autres, mais aussi avec le grand romancier espagnol Javier Marías, une situation familiale particulière. Je suis née après la mort d'un enfant, d'une enfant en l'occurrence, Catherine, fille de mes parents, morte à l'âge de 2 mois, 2 ans avant ma naissance. Cette étrange place dans la fratrie, la mienne, donne en général un rapport assez singulier au temps et à la fiction, rapport dont Javier Marías a très bien parlé. Mais cette place singulière engage également une curieuse situation dès lors qu'on tente de réfléchir à la question de la perte. En effet, je suis face à une question assez indécidable. Si l'on peut dire sans difficulté que mes parents ont perdu leur fille Catherine, peut-on dire que moi, j'ai perdu ma sœur Catherine? Cela ne va pas de soi, car au moment où elle est morte, dans le temps qui précède ma naissance, je ne l'ai pas perdue, puisque je n'existais pas au moment de sa mort. Quand j'ai appris sa mort, après ma naissance, je ne l'ai pas perdue, puisque je n'avais jamais eu de sœur dans mon existence depuis le moment de ma naissance. Quand j'ai appris sa mort, je ne l'ai donc pas perdue, puisque je ne l'avais jamais possédée comme sœur avant d'apprendre sa mort. On peut dire que j'ai appris simultanément « j'ai une sœur » et en même temps « je n'ai pas de sœur ». Pour le dire autrement, j'ai le choix entre 2 modalités d'une non-perte. Je ne l'ai pas perdue parce que je manque à sa mort, je ne suis pas là quand elle meurt. Et je ne l'ai pas perdue parce qu'elle n'a jamais été dans ma vie. Au moment où j'ai appris la mort de Catherine,
Je me trouvais donc à peu près dans la même situation que lorsque j'apprends qu'il existe une tragédie perdue d'Euripide. Je ne l'ai pas perdue, et mes contemporains n'ont pas non plus perdu cette tragédie, puisque je n'existais pas au moment où elle a disparu, il y a longtemps. Ou bien, je ne l'ai pas perdue parce que je ne l'ai jamais eue. Elle n'a jamais fait partie de mon temps. La tragédie est perdue, certes, mais l'expression « nous l'avons perdue » est en revanche assez inexacte, peu pertinente. Il semble donc que je n'ai pas perdu ma sœur, pas plus d'ailleurs, si vous me permettez d'évoquer une autre question que je n'aborderai pas aujourd'hui, pas plus que ma sœur ne me perdra au moment de ma mort. Les morts ne perdent pas les vivants, du moins je ne crois pas. Je n'ai pas perdu ma sœur, ni la tragédie d'Euripide, donc, parce que nos temps ne coïncident pas, ne se superposent pas. Je ne l'ai pas perdue plus précisément parce que je n'ai pas vécu un état antérieur à la perte, où elle était là, puis ensuite a disparu. Je n'ai pas vécu ce passage de l'être au non-être, et donc ne suis pas privée de quelque chose qui était et puis qui n'est plus là. Si on définit la perte par rapport à cet état antérieur où quelque chose était qui n'est plus, je n'ai perdu personne ou rien dans le cas de la tragédie d'Euripide. Et pourtant, j'ai perdu ma sœur. Je peux même dater assez précisément l'époque où je l'ai perdue. C'est le moment où, devant, comme tout un chacun, affronter la vieillesse et la maladie de mes parents, j'ai dû vivre cette épreuve seule. Alors, à cet instant, je peux dire que j'ai perdu ma sœur. Je l'ai perdue non pas par rapport à un état antérieur où elle aurait été là, mais par rapport à une sorte de situation idéale à l'aune de laquelle je vivais mon présent, posant comme idéal la possible consolation de partager la peine ou l'inquiétude au sujet des parents, voire de nos parents. Alors, par rapport à cet idéal, peut-être idéalisé, je perdais bien ma sœur. Autrement dit, je peux dire que j'ai perdu ma sœur, non pas à la date de sa mort, mais le jour où j'ai compris que sa présence vivante me manquait. Quand je dis que je perdais ou que je l'ai perdue, je devrais dire plus précisément que j'éprouvais un sentiment de perte, dont William Marx a parlé ici. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que ce n'est pas la perte qui causait ce sentiment de perte, mais c'est le sentiment de perte, de manque, qui causait la perte. Nous avons vu dans ce cours deux rapports entre le manque et la perte, que je résumerai de la manière suivante. Soit me manque ce qui est perdu, donc d'abord la perte, puis ça me manque, soit est perdu ce qui me manque. Le manque est premier, la perte vient ensuite. On a vu, je crois, des exemples des deux propositions dans le cours et dans le séminaire, et je me situe clairement aujourd'hui du côté de la seconde. D'abord le manque, puis donc la perte. Mais dans cette seconde proposition, il y a deux possibilités. Soit me manque quelque chose ou quelqu'un qui est effectivement perdu, mais qui ne me manquait pas auparavant. C'est le cas de ma sœur, c'est le cas de la tragédie. Soit, de manière plus étrange, me manque quelque chose qui n'a jamais été, mais dont je déplore néanmoins l'inexistence, que je vois comme un objet perdu. Comme si je disais que je n'ai jamais eu de sœur et que j'en éprouve le manque, et que donc cette sœur que je n'aurais jamais eue, en me disant un frère pour être clair, qu'il me manque. Comme si je disais que j'ai perdu l'œuvre que Barthes n'a jamais écrite et qui me manque, donc elle est perdue. Donc on a deux possibilités dans le cas qui m'intéresse, perte avérée, perte fictive, et ces deux possibilités ont en commun que le manque s'éprouve au présent, que ce manque au présent est premier. Il s'éprouve au présent, ça veut dire qu'il n'y a pas de manque au moment de la disparition, au moment où la tragédie se perd, elle manque à personne, et, si je puis dire, au moment de l'inexistence passée, c'est-à-dire qu'au moment où Barthes n'écrit pas son œuvre, si cet énoncé a un sens, elle ne me manque pas. C'est plus tard que cette œuvre inexistante peut me manquer. Donc, dans le passé, c'est ça l'important, il n'y avait pas de manque, pas de perte.
Autrement dit, et pour résumer ce dont je parle aujourd'hui, on perd au présent et non pas au moment de la disparition passée, et on perd par rapport à un idéal présent et non par rapport à un état antérieur. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est donc l'invention d'une perte par rapport à cet horizon présent. Je vais essayer d'éprouver un manque pour construire une perte dans le passé. Cela en réunissant deux auteurs qui m'ont fait éprouver chacun un sentiment de perte au sens où je viens de définir ce sentiment de perte. Mais mon propos n'est pas seulement de vous expliquer comment est né ce sentiment de perte et partant comment est née cette perte, mais plutôt de me demander, ça tombe bien, comment ce genre de perte peut se réparer, comment on peut retrouver ce genre d'œuvre perdue. Il n'est pas difficile, et on vient d'en parler, de concevoir, enfin c'est difficile, mais c'est concevable, de savoir comment réparer une perte au passé. Au mieux, on retrouve, au moins mal, on restaure, on reconstitue. Mais comment réparer une perte présente? Comment retrouver ce qui n'a jamais été? Je ne prétends pas résoudre cette question en général, mais au moins essayer d'y apporter une réponse dans le cas de ces deux auteurs. Et il n'est pas sans importance qu'ils soient deux, parce que tout se passe comme si chacun était sur les bords d'un creux, d'une sorte de fissure, sur les berges de ce creux, comme on parle des berges d'une plaie. Or, se trouvant chacun sur un bord de ce vide, ils ne le franchissent pas, ils ne se rencontrent pas. Et je voudrais essayer de m'installer dans ce creux, dans cette non-rencontre entre mes deux auteurs. Et je fais l'hypothèse que c'est en m'installant dans ce non-lieu que je vais pouvoir réparer non pas une, mais trois pertes. La perte de ce qui me manque chez le premier auteur, la perte de ce qui me manque chez le second créateur, et la perte de l'œuvre qu'ils n'ont pas réalisée, une œuvre qui aurait pu combler à la fois ce qui me manque chez l'un et ce qui me manque chez l'autre. Alors, peut-être vous demandez-vous d'ores et déjà comment on s'installe dans un non-lieu, et surtout ce que je vais faire si jamais je réussis à m'y installer, au moins mentalement. Pour reprendre la métaphore de la blessure, vais-je tenter de réunir les deux berges de la plaie, de faire du creux un plein, de le combler? C'est toute la question. Et si vous me permettez, pour introduire un petit peu de suspense dans cet exposé, j'y répondrai un peu plus tard, quand d'abord j'aurai réussi à vous expliquer ce qui me manque chez l'un, chez l'autre, et, si je puis dire, chez les deux à la fois, dans le non-lieu de leur rencontre. Et donc, d'abord, je dois déterminer quels manques me font trouver une perte chez ces deux auteurs qui se nomment James Joyce et Theodor Reinach. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous les présenter au cas où ces noms ne vous diraient pas grand-chose ou rien, ou pas assez. Et à vrai dire, on pourrait s'étonner que ces deux auteurs puissent susciter un sentiment de perte, puisque l'un et l'autre ont tout fait, chacun à leur manière, pour que quelque chose du passé ne soit pas perdu. Ce quelque chose étant presque le paradigme de l'objet susceptible d'être perdu, c'est-à-dire ce que l'on peut appeler le monde antique ou la culture antique occidentale, ou ce qu'Apollinaire nomme l'antiquité grecque et romaine. On a vu à plusieurs reprises dans le cours et le séminaire que l'Antiquité est l'exemple même de ce qui nous fait éprouver le sentiment de perte, puisqu'on peut dire, pour résumer grossièrement, qu'à la Renaissance, l'idée d'Antiquité est née en même temps que le sentiment d'avoir déjà perdu l'Antiquité. Or, à l'aube du XXe siècle, Joyce et Reinach, chacun à leur manière, font en sorte que cette Antiquité ne soit pas perdue, pas vraiment en la reconstituant ou en la restaurant, mais d'une manière plus astucieuse peut-être, en lui donnant un présent. Dans le cas de Joyce, l'affaire est assez connue. Il a écrit au début du XXe siècle un roman qui s'appelle Ulysses,
qui a eu un certain succès. Et je vous rappelle très rapidement le principe même de Ulysses. Il s'agit de ce que les poéticiens qui ont lu Gérard Genette nomment un hypertexte par actualisation. En d'autres termes, Joyce prend l'histoire d'Ulysse telle que la raconte Homère dans l'Odyssée, il la transpose dans son présent, en 1904, par le biais de la fiction, et il la transpose aussi dans l'Irlande contemporaine, si bien que l'actualisation s'accompagne, comme vous le voyez, d'un déplacement géographique de la Grèce à l'Irlande, mais aussi d'un déplacement identitaire des personnages, Ulysse devenant un dénommé Léopold Bloom, juif irlandais qui travaille dans la publicité, Pénélope devenant l'épouse de Bloom, Molly Bloom, chanteuse d'opéra, Télémaque prend les traits de Stephen Dédalus, un jeune poète en mal d'argent et de figure paternelle, pour aller vite, le Cyclope devient un nationaliste irlandais peu aimable, les sirènes, des serveuses de bar, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la description que je viens de faire, car il ne va pas de soi, si on ouvre Ulysses, qu'on retrouve aussi facilement l'Odyssée dans le texte de Joyce, surtout si on lit ce texte sans posséder les informations que je viens de donner. Mais il se trouve que Joyce a tout fait pour que ces informations soient transmises et données, si bien que son lecteur se voit offert une sorte de programme de lecture. Il s'agit en quelque sorte de retrouver l'Odyssée comme si elle était perdue, mais dans le texte de Joyce. En d'autres termes, l'antique Odyssée se voit offrir, si je puis dire, deux présents, le présent de l'intrigue, de l'histoire, le 16 juin 1904, mais aussi le présent de chaque lecteur qui la cherche, et avec un peu de chance, la trouve dans les pages de Joyce. Voici donc une antiquité qui ne risque pas d'être perdue dans un passé révolu, puisqu'elle existe dans au moins deux présents. Elle est enfouie non pas dans les sables d'Égypte, mais dans les pages d'un livre que je peux explorer avec succès, pour peu que j'ai quelques informations et un peu de patience. Or, offrir un présent à l'Antiquité, c'est aussi ce qu'a tenté à sa manière le dénommé Théodore Reinach, dont le nom vous est peut-être moins familier, je ne sais pas. En tout cas, Théodore Reinach, c'est un savant, un grand helléniste, actif à peu près, à 20 ans près, à la même période que Joyce, et qui a beaucoup œuvré d'abord à la reconstitution d'œuvres perdues au sens classique du terme. Il est notamment très connu pour sa reconstitution d'un hymne à Apollon, dont il a restauré la partition, et en son temps, ce fut un immense succès. Mais Reinach a aussi conservé l'Antiquité au présent d'une manière qui n'est pas si étrangère à l'entreprise de Joyce. Sur un terrain situé non pas en Irlande, mais dans le sud de la France, à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, il a entrepris de faire construire une villa un peu particulière. En effet, il commanda à son architecte, qui était le génial Emmanuel Pontremoli, il lui a commandé vers 1902 une villa grecque antique qu'il fallait donc construire. On pourrait ici penser que Reinach cherchait encore à reconstituer une maison d'habitation grecque antique, à retrouver une de ces maisons que nous avons perdues et dont nous n'avons plus que des restes à Pompéi ou sur l'île de Délos. Mais c'est quelque chose de plus radical qu'entreprend Reinach, ou peut-être qu'entreprend son architecte Pontremoli pour répondre à la commande de son client. On a un petit peu parlé à propos de Barthes des commandes détournées, et je soupçonne fort Pontremoli d'avoir un petit peu détourné la commande. Donc, ce qu'entreprend de faire Pontremoli, ce n'est pas de reconstituer une maison antique. Il s'agit, pour reprendre ces termes, de construire au présent, au début du XXe siècle, la maison que construirait un Grec antique s'il vivait au XXe siècle. On voit que l'entreprise est beaucoup plus aventureuse, mais elle nous dit surtout quelque chose du rapport à l'antique de ce qu'on nomme l'imitation des anciens. Comme vous le savez peut-être, il y a deux manières principales d'imiter les anciens. Une imitation de conformité, où on tente de faire la même chose, de faire comme eux, en reproduisant le plus fidèlement possible le modèle antique. Et puis, il y a une imitation d'élan, de commencement, où ce que l'on imite, ce ne sont pas les objets de l'Antiquité, que l'on copie, si vous voulez, c'est l'élan qui a présidé à leur création.
Dans ce cas, il s'agit par exemple de se mettre dans la peau d'Homère et d'écrire de la poésie comme si on était le premier poète, l'inventeur de la poésie, et que l'on n'avait aucun modèle. Ce que l'on imite alors, c'est la force du commencement, la force incoative, comme on peut aussi le dire, et c'est cela qu'on imite, ce geste créateur, et non pas le résultat, l'objet de la création. Je renvoie aux très belles pages de Nietzsche dans les considérations intempestives sur ce sujet, et il a très bien dit que cette forme d'imitation suppose un certain oubli du passé. Or, cette deuxième imitation, l'imitation donc de l'élan, c'est bien celle qui préside au projet de Reinach et Pontremoli, si bien qu'ils n'imitent aucune maison en particulier, mais qu'ils essaient de reproduire au présent le geste d'un Grec qui construirait sa maison vers 1902. Donc, il faut bien comprendre que ce que l'on essaie de retrouver, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une maison, c'est un geste, même si, bien sûr, cela a donné un objet qui est d'une grande beauté. Est-ce que c'est... Non, c'est là. Voilà, donc ça a quand même donné un objet, mais qui est assez beau. Mais c'est pas ça l'important, hein, c'est ce geste dans leur esprit. Et vous voyez qu'on n'est pas si éloigné de Joyce, en fait, pour trois raisons. Dans les deux cas, il s'agit bien de redonner un présent au geste créateur. Que ferait Homère s'il était romancier irlandais au XXe siècle? Comment un Grec bâtirait sa maison au XXe siècle? Dans les deux cas, il s'agit aussi de donner un présent à l'œuvre ainsi construite en la faisant profiter du présent du lecteur ou du spectateur. J'ai évoqué le présent du lecteur de Joyce, mais c'est aussi le cas de cette villa qui s'appelle, j'ai peut-être oublié de le dire, la Villa Kérylos, mais c'est écrit. Parce que chaque visiteur de la Villa Kérylos vient au présent dans cette villa, lui apporte le présent de sa déambulation, de son regard. Enfin, il faut remarquer que dans les deux cas, si l'Antiquité est présente, c'est qu'elle se charge de la mémoire du créateur, d'une mémoire au présent. Ce créateur, Joyce ou Reinach ou Pontremoli, il se souvient certes de l'Antiquité, mais il se souvient aussi de tous les temps qui s'étagent entre l'Antiquité et son temps. Et tous ces temps, ces souvenirs intermédiaires viennent se greffer sur l'œuvre. Joyce, pour donner un exemple simple, se souvient certes d'Homère, mais il se souvient aussi de Virgile, de Dante, de Shakespeare, de l'opéra du XIXe siècle et de bien d'autres choses. De manière très analogue, la Villa Kérylos est traversée de tous les souvenirs que Reinach et Pontremoli peuvent associer dans leur présent à l'Antiquité, si bien qu'on peut avoir en visitant la villa, en découvrant son ameublement et son agencement, la curieuse impression d'être à la fois dans l'Antiquité, à l'époque byzantine, et dans un salon construit à la frontière entre l'Art nouveau et l'Art déco. Je vous laisse aussi en juger. J'espère donc qu'à ce stade, vous êtes persuadés que Joyce comme Reinach ont œuvré de manière efficace à la conservation de l'antique en lui donnant un présent, et je suppose que vous me trouvez un peu difficile si j'éprouve un sentiment de perte devant de telles réussites. Ils ont fait en sorte que ce qui était antérieurement soit encore. Qu'est-ce qui peut bien me manquer? C'est le moment de se souvenir que le manque dont je parle ne s'établit pas par rapport à un état de fait antérieur, mais par rapport à un idéal que je convoque au présent, au moment de ma perception présente de ces deux œuvres d'art. Or oui, dans le présent, quelque chose me manque dans ces deux œuvres par rapport à deux idéaux différents. Mon premier idéal, c'est un désir qui m'est propre, que la fiction s'inscrive dans le réel, qu'elle le transforme en s'y inscrivant. Non pas qu'elle le transforme parce qu'elle incite des hommes à changer le monde, ce qui serait par exemple le rôle d'une fiction politique qui tenterait de jouer le rôle d'un programme d'action, mais plutôt qu'elle le transforme au sens où le réel puisse incarner la fiction, la rendre tangible, que notre monde se charge de fiction,
Pour prendre un exemple un peu approximatif, on va dire que je suis assez réjoui que l'on puisse visiter, paraît-il, dans une certaine gare londonienne, le quai 9¾ célèbre dans le monde fictif de jeunes sorciers se rendant vers leur non moins célèbre école et pensionnat de sorcellerie, ou bien je suis ravie d'avoir pu visiter à Malte la grotte de la célèbre nymphe Calypso, qui, au risque de vous décevoir, n'a jamais existé que dans l'imagination des Grecs, mais qu'on peut visiter néanmoins à Malte. Les raisons de cet intérêt pour la fictionnalisation du monde devraient faire l'objet d'un autre exposé. Je peux simplement dire ici qu'il s'appuie sur l'idée que si le réel peut être fictionnalisé, alors tout est possible, et qu'il n'est plus possible d'opposer les limites du réel à n'importe quelle utopie, qu'elle soit politique ou personnelle. On pourrait néanmoins me trouver bien difficile, encore une fois, de reprocher à Joyce de ne pas avoir satisfait cet idéal, parce qu'on pourrait dire qu'il a fait exactement ce que je cherche. En associant un certain nombre de lieux de Dublin à l'Odyssée d'Homère, il fait en sorte que maintenant, à Dublin, vous pouvez aller voir l'endroit où sont les sirènes, ou l'endroit où le cyclope est passé. Il y a des cartes, etc. Donc vraiment, Joyce allait dans mon sens. Pourtant, il est bien un endroit de Ulysses où me manque l'incarnation dans un réel tangible. Je pense au chapitre intitulé Wandering Rocks, autrement dit, les rochers errants. Pour vous décrire rapidement ce chapitre, qui est extrêmement élaboré et complexe, on va dire qu'il est composé de 19 sections, 19 paragraphes de longueur inégale. A priori, chaque section est consacrée à une action principale centrée sur un ou plusieurs personnages. Mais dans chaque section, cette action principale est interrompue, interpolée, dit-on en anglais, interrompue par l'insertion d'autres actions qui se passent au même moment, mais dans un autre lieu, ou alors dans le même lieu, mais à un autre moment. Dit comme ça, cela paraît encore assez simple à comprendre, et l'écriture permet donc un effet de superposition des lieux ou des actions. Là où les choses se compliquent quelque peu, c'est que à chaque nouvelle section, la manière de superposer change. Le rapport entre les objets, les lieux et les actions superposées n'est jamais exactement le même. Pour rester aux exemples les plus simples, une fois, ça va être une action présente et une action à venir. La fois après, ça va être une action présente et une action déjà passée, ou alors une action et un récit de pensée qui n'a pas encore été raconté, ou bien un récit de pensée et un objet, mais qui vient d'un autre épisode, etc. Donc à chaque fois, il faut réajuster, en quelque sorte, sa perception de la superposition. Ce qui fait que l'écriture se fait selon deux mouvements. Un mouvement horizontal, où on va d'une superposition à l'autre, d'un épisode à l'autre. Ça va à peu près. Et puis un mouvement vertical instable. J'ai essayé de le dessiner, puis j'ai renoncé, mais si je vais essayer de le mimer, là c'est tel type de superposition, là c'est tel type de superposition, là c'est encore un autre type de superposition, etc. Donc, à chaque fois, on doit, comme je vous le disais, accommoder sa vue ou sa lecture à un nouveau rapport entre les objets. Et donc, c'est très déstabilisant, évidemment. Ce dispositif complexe, il peut susciter l'admiration parce qu'il est extrêmement virtuose, il suscite en tout cas la mienne, notamment parce qu'il m'extrait d'une expérience linéaire du temps et de l'espace, et c'est sans doute un des plus beaux voyages que peut offrir, hors du temps et de l'espace, en tout cas empirique, que peut offrir l'écriture de fiction. Mais il m'en extrait dans et par l'écriture fictionnelle. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'objet ancré dans la réalité concrète où un tel dispositif existe. Alors vous pourriez me dire, bien sûr, qu'il est possible que quelque chose existe dans l'éternité, mais cela ne reste pas très tangible. Il existe une œuvre plastique qui s'intitule Wandering Rocks, les rochers errants, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Elle est assez décevante et assez fixe, comme vous pouvez le voir, par rapport à ce que le dispositif joycien peut nous laisser espérer. En somme, il me manque de voir Wandering Rocks dans le monde, de le voir, mais surtout d'en faire l'expérience. Ce manque
je ne l'éprouve certes pas à contempler la villa de Reinach, puisque justement, par le fait même de l'architecture, elle est une œuvre tangible, visible, dont je peux faire l'expérience. Je peux me promener, je me promène dans un rêve, dans le rêve d'une villa antique. Mais pourtant, parce que je suis une éternelle insatisfaite, il me manque quand même quelque chose dans cette villa, en fonction d'un tout autre idéal, ce que je nommerai cette fois un idéal de mouvement ou de non-monumentalité. Cet idéal est plus facile à comprendre, il suffit pour l'expliquer de rappeler ce que je viens de dire sur les deux manières d'imiter les anciens. Une manière fixe et monumentale où on reproduit trait à trait, et une manière plus mobile où l'on copie un élan, un essor, un élan vers le futur. Je vous ai dit tout à l'heure que Reinach et Pontremoli se réclamaient plutôt de la deuxième manière. Mais il se trouve que leur déclaration de principe se heurte à un résultat qui est un peu décevant pour deux raisons principales. D'une part, en raison de l'art choisi. L'architecture est un des arts que je préfère à titre personnel, mais je dois bien reconnaître qu'elle produit en général des objets d'art assez fixes et assez stables. Stabilité de la construction, évidemment, puisque le bâtiment est enraciné dans un seul lieu, et stabilité aussi des relations entre les pièces. Quand la cuisine est séparée de la bibliothèque par un escalier, c'est fait et c'est assez difficile à changer, sauf à tout détruire, en gros, et à tout recommencer. Donc, déjà une certaine immobilité du monument, tout simplement, mais aussi immobilité et déception en raison d'un accident dans la manière dont l'œuvre de Reinach et Pontremoli a été reçue et interprétée au fil des années. Alors qu'elle se donnait comme un modèle d'imitation et du commencement, le fait est qu'elle a très vite été perçue comme une reconstitution du passé perdu, pour ne pas dire une restauration. C'est ainsi qu'on la présente, à ma grande indignation, maintenant, c'est ainsi qu'on la présente dans les plaquettes à destination des visiteurs, c'est ainsi qu'on la montre aux enfants des écoles quand on leur fait visiter, viens voir la jolie villa grecque que le monsieur a reconstituée. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Reinach soit à l'origine de ce malentendu ou de cette inflexion, puisque par testament, il a légué sa maison à l'Institut des inscriptions et belles-lettres, une institution ô combien respectable, mais qui est plutôt orientée vers la conservation et la restitution du passé antique, plus que par la tentative de lui procurer un présent et un avenir. En somme, Reinach, dans son testament, a peut-être eu peur, c'est mon hypothèse, il n'a peut-être pas voulu que son œuvre à lui se perde, et il en a fait un monument stable à conserver en l'état. Quoi qu'il en soit, la fixité monumentale de la Villa Kérilos me pèse, et il me manque l'élan, le mouvement, l'instabilité, le commencement. C'est devenu un musée où il ne faut pas toucher. Il y a un piano qui est dans un coffre parce qu'il ne fallait pas montrer les pianos parce que ce n'était pas antique. Mais devant ce piano, il y a deux pancartes qui n'incitent pas vraiment au mouvement, ne pas s'asseoir, ne pas toucher. Et ces deux panneaux, bien sûr, me désespèrent si on a compris par rapport à quel idéal je vois cette ville-là. J'ai perdu, je perds ce mouvement et il me manque maintenant. Me voici donc face à une double perte au sens où je l'ai définie et je pense que vous l'avez déjà remarqué, chaque œuvre est susceptible de combler le manque que je sens dans l'autre. L'instabilité que je trouve chez Joyce pourrait me permettre de mettre du mouvement dans la demeure de Reinach. Mais cette demeure tangible où je peux me promener, voilà précisément ce qui me manque quand je lis Les Rochers errants de Joyce. De l'expérience de ces deux manques, naît alors un troisième qui se situe dans l'espace qui sépare les deux démarches. Me manque l'œuvre qu'ils auraient pu faire tous deux s'ils avaient coopéré, l'un apportant le mouvement et l'autre l'inscription tangible dans l'espace. Me voici donc face à mon image des deux berges qui séparent une sorte de trou noir, et c'est dans ce trou noir, dans cette matière noire dont on parlait peut-être tout à l'heure, que se niche l'œuvre perdue de Theodor Reinach et de James Joyce. C'est là que se trouve, dans ce creux, l'œuvre qui me manque, cette architecture en mouvement, cette maison dont les pièces erreraient sans cesse, se superposeraient, ne seraient jamais dans le même rapport, et où je pourrais néanmoins me promener à mes risques et périls. Cette maison, plus précisément, serait prise dans un double mouvement. Elle tournerait sur elle-même, ou elle se déplacerait,
et à l'intérieur, les pièces se déplaceraient. Un jour, l'escalier serait à droite du salon, le lendemain, il serait à gauche du salon, etc. La maison serait donc en quelque sorte errante, et ses pièces en tout cas le seraient, et c'est pour ça que du titre joycien Wandering Rocks, je suis arrivée à la formule Wandering Rooms. À chaque instant, donc, la maison serait toujours la même, mais orientée et agencée différemment. Ce qu'invente l'écriture de Joyce se trouverait de manière tangible dans la maison que j'invente, d'autant plus tangible qu'il se trouve que Théodore Reinach, le savant réel, possède quelques points communs avec le héros fictif de Joyce, Léopold Bloom. Certes, Bloom est un autodidacte dont le savoir est parfois approximatif, tandis que Reinach était un authentique savant. Néanmoins, le personnage et la personne historique, Léopold Bloom et Théodore Reinach, ont en commun la manière dont ils vivent leur judaïté, dont on parlait aussi aujourd'hui. Ils la vivent clairement dans un déni de l'antisémitisme, dont ils se protègent en posant une universalité de la raison et de la science. Ils se cachent derrière l'impersonnalité de leur savoir, notamment pour éviter de penser et d'éprouver la haine dont ils sont l'objet, l'un dans la fiction et l'autre dans la réalité historique. De manière assez frappante d'ailleurs, Léopold Bloom et Théodore Reinach ont une tendance marquée à employer ce que je m'amuse à appeler des surphrases. Des surphrases, c'est des phrases qui font surface, impersonnelles, descriptives, décrivant des connaissances et permettant à l'émotion du sujet de rester cachée, de ne pas s'exprimer, de rester cachée derrière l'apparence, la surface des surphrases. Ainsi, en ce sens, Reinach est-il un double réel de Bloom et aurait pu, dans Mon œuvre perdue, incarner le personnage fictif qui ne pourrait plus, justement, se protéger derrière l'apparente objectivité d'un savoir fixe, par exemple un savoir sur l'Antiquité, dans le cas de Reinach. Car je dois préciser que ma maison mobile, dans mon esprit, est grecque antique, et que c'est ce rapport à l'Antiquité instable, jamais reconnaissable, qui m'intéresse. Une Antiquité que je peux imiter pour son mouvement, mais que je ne peux plus imiter trait pour trait, une Antiquité où nous ne pouvons plus nous regarder pour fixer une fois pour toutes une autre identité figée et monumentalisée, mais une Antiquité qui, se dérobant à la monumentalisation, invite au déplacement et à la fluidité, nous invite à nous réinventer chaque fois dans notre propre identité, et non pas dire « je suis européen et voici donc la Grèce et me voici dans le miroir de la Grèce fixe ». Une Antiquité où ni Reinach ni Bloom ne trouveraient la protection illusoire d'un savoir figé et faussement rassurant. Une Antiquité, soit dit en passant, que l'on ne pourrait pas restaurer si l'on la pense, qu'on ne pourrait restaurer si on la pense perdue, que dans le mouvement de notre présent. Voici donc l'œuvre que Reinach et Joyce auraient dû faire s'ils s'étaient rencontrés, ou voici l'œuvre qu'ils doivent faire quand ils se rencontrent maintenant dans ma mémoire. Ce n'est pas sans raison que je dis qu'ils auraient dû faire et non pas qu'ils auraient pu faire. En employant le verbe « devoir », je fais écho à une phrase de William Marx qu'il a employée ici quand il a dit, je crois, les œuvres qui auraient dû être écrites mais qui ne le furent pas à cause de la guerre de 14. Ce que dit, me semble-t-il, le verbe « devoir », c'est que je raisonne, comme je l'ai dit ici, en fonction d'une norme, en fonction de mes idéaux que je pose comme norme, et c'est cette norme qui me permet et de poser le manque et de le réparer, toujours en fonction de mon idéal. Si je puis me permettre une rapide digression, mais pas tant que ça. Ce n'est pas tant que ça une digression. C'est encore ce verbe « devoir » qu'on trouve sous la plume des éditeurs de textes anciens quand ils font, par exemple, la supposition qu'il manque quelque chose dans un texte, quand ils indiquent une lacune, comme on dit. On trouve souvent des phrases du genre « il aurait dû y avoir ici une transition entre ces deux livres d'Hérodote, et c'est donc qu'il manque quelque chose ». Mais on retrouve ce verbe « devoir » quand ils essaient de combler la lacune, ce qui est perdu du texte, donc, la lacune dont ils viennent de faire l'hypothèse. Cela devait être une phrase telle que, etc. Et vous voyez que le verbe « devoir » ici marque à la fois la probabilité, mais aussi l'adhésion à une certaine norme de référence. Cela devait être ça en fonction de mon idée, de ce à quoi le texte devait ressembler.
Il se pourrait donc que ma manière de creuser des manques avec ce verbe devoir ne soit pas si éloignée de la méthode d'étude de l'Antiquité, de méthode d'étude de l'Antiquité plus traditionnelle. Mais quoi qu'il en soit de cette remarque, je voudrais plutôt m'attarder pour finir sur cet alvéole que j'ai creusé entre les deux œuvres pour y installer un manque. Je voudrais explorer les contours de cette cavité, d'abord pour remarquer que ce trou noir, il naît d'un jeu entre les œuvres, c'est-à-dire d'un jeu, d'un contact, d'un rapport, mais sans qu'il y ait véritable coïncidence. Il y a un décalage. Et peut-être qu'il se profile ici, je n'y insiste pas, une nouvelle forme de littérature comparée qui se fonderait sur une fiction théorique plus générale, disant qu'entre les œuvres du passé, il existe des jeux et donc des trous noirs où se perdent d'autres œuvres qui peuvent nous manquer au présent. Mais si l'on admet que ces trous noirs existent, que faut-il en faire une fois qu'on les a découverts? Que dois-je faire moi-même de mon trou noir entre Joyce et Reinach? En m'écoutant évoquer l'œuvre Wandering Rooms, peut-être avez-vous cru que je voulais combler la perte. Peut-être vous êtes-vous demandé comment réaliser mon projet. Et j'avoue que je me suis moi-même demandé. J'ai pensé à ce pensionnat pour jeunes sorciers que j'évoquais tout à l'heure, où les pièces ont tendance à changer de place. Je me suis demandé si le Collège de France pourrait financer un appel à projet auprès d'architectes capables de faire bouger les demeures qu'ils construisent. J'ai fait appel à la fiction pour inventer un moyen pour que la demeure de Reinach se mette à tournoyer, ce que j'ai fait dans un livre qui devrait paraître l'an prochain s'il ne se perd pas dans les routes incertaines du futur. Ou bien, au cas où mon projet existerait déjà, eh bien, je me suis demandé si certains projets architecturaux, peut-être par exemple de Vasarely, ne correspondraient pas à mon rêve. Peut-être vous-même avez-vous eu d'autres idées, soit que mon œuvre rêvée existe déjà, soit que vous pensiez à un moyen de la réaliser, et peut-être en ce moment, attendez-vous avec impatience que j'ai enfin fini de parler, pour me faire part de vos idées, dont je suis sûre qu'elles sont géniales. Mais pour être géniales, ces idées ne combleront pas la perte, du moins pas dans l'optique qui est la mienne. Ou plutôt, ces idées ne doivent pas la combler, cette perte. Car la perte dont je parle doit rester une perte, et il ne faut surtout pas la réparer. Bien au contraire, c'est parce que la perte existe qu'elle peut faire appel d'air, qu'elle peut permettre la création. C'est parce que la perte existe une fois que je l'ai créée par mon expérience du manque que nos idées peuvent jaillir en foule. On peut en penser ici à Volney, qu'a évoqué William Marx dans son cours. Le perdu permet une œuvre neuve, écrit-il. Je suis tout à fait d'accord, à cela près que je dirais une infinité d'œuvres neuves. Autrement dit, je disais tout à l'heure que le manque au présent est la condition de la perte. J'ajouterai maintenant que la perte est la condition d'une créativité au présent et au futur. Ce qui fait que, si je reprends mes deux formules de tout à l'heure, il y a perte, donc il y a manque, ou il y a manque, donc il y a perte, eh bien, je peux reprendre ces formules en les complétant. Première formule, dite de la restauration, c'est perdu dans le passé, donc cela me manque, et comme ça me manque, je veux le restaurer en l'état unique où cela était avant d'être perdu, je veux revenir au passé. Deuxième formule, dite de l'instauration, c'est la mienne, cela me manque au présent, et donc c'est perdu, et donc je peux proposer au présent de multiples états qui répondent à la perte, mais ne la réparent pas. Et cette idée de répondre à la perte, mais non pas de la réparer, c'est sans doute ce qui résume le mieux mon propos. Alors peut-être trouvez-vous que la deuxième formule, la mienne, est plus utopique, ou en tout cas plus fantaisiste que la première. Je dois avouer que, pour moi, c'est la première formule qui est profondément utopique. Car restaurer une œuvre perdue à partir de ce qui en reste, ou de ce que nous croyons en savoir, est une entreprise fort hasardeuse qui risque fort non de donner un état unique, mais bien de multiples propositions, du moins dans le domaine que je connais un peu, la littérature. Et en effet, s'il était possible de revenir à un état unique dans le sens de la formule 1, nous ne posséderions pas une multitude d'éditions des œuvres perdues en partie, partiellement, ou une multitude de discours qui nous décrivent les œuvres totalement perdues. J'aurais donc tendance à formuler
suggéré aux tenants de la Formule 1, s'il en est, de s'intéresser un peu à la Formule 2, d'accepter l'impossibilité d'un retour à un état antérieur perdu, de l'accepter non sur le mode du regret ou de la mélancolie, mais sur un mode plus optimiste. Car si la perte, si on la maintient comme perte, est la condition d'une multiplicité des créations, je pense ici à l'œuvre grandement perdue de Sappho, la 10e muse, on parlait des 9 tout à l'heure, et la multitude des œuvres éditées de Sappho, des formules d'édition de l'œuvre de Sappho, est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne le perdrai pour rien au monde. Je serais très triste si on retrouvait le seul état des œuvres de Sappho. En d'autres termes, je propose, pour élargir mon propos, de réfléchir à l'orientation temporelle de notre rapport à la perte. Et vous l'aurez compris, je propose de considérer toute perte, non pas avec un regard désolé vers le passé, mais avec un regard heureux vers le futur. Mais je ne veux pas empiéter sur le champ de la Formule 1, et j'en reviens pour finir à ma formule numéro 2, qui m'incite évidemment à continuer à éprouver d'autres manques qui me permettront peut-être de concevoir d'autres pertes dans les interstices entre les œuvres. Il paraît que certains escrocs cassent des vases grecs pour ensuite vendre à prix d'or des fragments d'objets perdus. C'est vrai. Ma méthode, je me permets de le faire remarquer, est beaucoup plus respectueuse. Car ce que j'appelle de mes voeux, ce n'est pas une entreprise de démolition des œuvres existantes pour les perdre, c'est une entreprise qui permettrait de créer des manques, de considérer des œuvres que l'on pourrait appeler des manqués, un peu comme il existe, ça tombe bien, on parlait de pâtisserie, comme il existe des gâteaux que l'on nomme des manqués. Or, pour filer la métaphore pâtissière, il existe justement des moules à manquer. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est peut-être justement de créer un moule à manquer en matière littéraire. Mais la manière dont j'ai procédé n'est sûrement pas la seule qui existe, et j'invite à l'exploration des autres manières de créer ces moules à manquer. C'est pourquoi, pour finir, je voudrais proposer un élargissement de ma manière de procéder aujourd'hui. J'ai donc rapproché deux œuvres, j'ai établi un rapport entre elles pour ensuite m'introduire dans le jeu entre ces deux œuvres, chaque œuvre complétant ce qui manquait à l'autre. En somme, j'ai créé le manque par la mise en relation puis l'écart. Comment alors créer d'autres mises en relation et d'autres écarts? Comment multiplier ces rencontres? Il se pourrait que mon modèle des Wandering Rooms soit ici assez utile. Et si je puis me permettre d'évoquer le sujet du cours passé de William Marx, c'est peut-être la bibliothèque qu'il faudrait faire tourner, au sens où je l'ai dit, afin qu'à chaque mouvement, de nouvelles rencontres entre les livres soient possibles, et que chaque nouvelle rencontre soit l'occasion de creuser le manque qui appelle au futur une infinité de propositions. En d'autres termes, il se pourrait bien que le modèle des Wandering Rooms nous conduise finalement à penser des Wandering Books, des livres errants, si l'on préfère. Penser la perte, c'est penser la mort. Je l'ai dit au début, et je crois que nous l'avons plusieurs fois deviné à l'écoute du cours de William Marx. Vous aurez compris que mon expérience singulière de non-rencontre entre ma sœur et moi a sûrement beaucoup joué sur ma conception de la littérature et de l'art. Car en ne rencontrant pas ma sœur, en laissant béant le trou noir de notre non-rencontre, je peux continuer à inventer sous de multiples formes nos rencontres, futures ou présentes, et c'est dans et par le manque de cette rencontre que je ne cesse de la rencontrer. Je vous remercie. Merci pour cette magnifique méditation, je dirais. Et puis aussi, j'en étais très, très honoré, très flatté. Il y a un commentaire de cette année de cours et également de la précédente. Et je dirais que pour le coup, c'est tout à fait juste. Et du reste, tu nous as invités à l'exploration d'une bibliothèque mentale, une bibliothèque
invisible. Il y a un lien très fort, comme tu l'as dit, entre ces 2 années de cours, ça me permet de le dire. Effectivement, on ne pouvait pas se lancer dans la quête des œuvres perdues s'il n'y avait pas eu au départ toute cette réflexion sur les bibliothèques mentales, hein, celles qui sont dans nos têtes et qui ne sont qu'un reflet plus ou moins direct, indirect, composé, composite des bibliothèques réelles. Je pense que nous sommes tous les deux, nous sommes très fortement quand même dans une conception, j'allais dire, tu me diras ce que tu en penses justement, un peu idéaliste de l'œuvre, idéaliste au sens quelque chose qui existe dans l'esprit, qui à un moment forcément est actualisé dans un esprit. Alors cette actualisation peut se faire de différentes manières, par la création, par la recherche philologique, parfois, etc. Mais la question de... On ne peut pas passer sous silence cette question de l'actualisation d'une œuvre dans un esprit et de ce que cette œuvre devient comme image dans un esprit. Et pour moi, c'est le lien entre ces 2 années de cours, et le lien entre le désir et la perte, et aussi ce que tu disais, enfin, qu'en penses-tu ? Oui, je suis d'accord pour parler d'un idéalisme, très certainement, avec peut-être dans ce que j'ai essayé de dire, ce désir très enfantin, bien sûr, du pour de vrai, c'est-à-dire alors, d'un pour de vrai qui implique 2 choses, en fait, qui implique d'abord, oui, voilà, ce désir presque naïf de vivre dans ce qu'on imagine, en quelque sorte, de transformer le réel dans ce qu'on imagine, mais aussi ce qui manque peut-être, ou plutôt, disons, le paradigme qui fonde cette idéalisation de la bibliothèque, on va dire, c'est un paradigme spatial. C'est un paradigme donc extrêmement visuel, où les œuvres, parce que dans l'espace, les œuvres peuvent se recomposer, elles ne sont pas sur le fil linéaire du temps. Et dans ma perception, en tout cas, de la littérature, ce paradigme spatial est très, très important. Et peut-être que j'ai besoin aussi, parce que mon esprit est limité, que j'ai besoin de le projeter dans un espace concret. Et donc, il y a cette hésitation entre cet idéalisme et ce désir de voir les choses très concrètement, parce que la bibliothèque, elle est mentale, mais pour moi, vraiment, j'aimerais bien qu'elle existe d'un point de vue architectural, c'est celle dont je parle. J'aimerais vraiment voir les livres bouger. Bon, j'y arrive presque chez moi, je pense, mais j'aimerais que ça devienne plus officiel dans la pratique. J'ai beaucoup apprécié, au bout du compte, l'opposition finale, enfin une opposition, est-ce une opposition justement, entre les 2 formules, celle de la restauration et celle de l'instauration. Mais j'ai eu un peu l'impression que tu les as un peu opposées, alors qu'il me semble que pratiquement dans les exemples même que tu nous as montrés, en fait les 2 formules coexistaient en partie. Pour la Villa Kérylos, c'est là sans doute que c'est le plus facile, me semble-t-il, à dire, puisque Théodore Reynac, il y a d'abord un archéologue qui est là, il y a un mouvement archéologique, donc il y a effectivement peut-être une utopie de quelque chose qui n'existe plus, comme ces villas grecques, et qu'on pourrait reconstituer, et en même temps, effectivement, c'est autre chose qu'il veut construire, c'est une villa pour lui, aujourd'hui, qu'il puisse habiter, où il vivre de manière moderne, et donc vivre un peu dans un rêve qui serait pas seulement le rêve antique, mais aussi quelque chose qui soit une création moderne. Et sans doute on pourrait dire, alors plus difficilement, mais pourquoi pas, des choses un peu analogues pour Joyce. Est-ce que tu les poses vraiment comme étant en opposition, ou est-ce qu'il y a une circulation entre ces 2 formules ? Non, il y a bien sûr une circulation. Disons qu'il n'y aurait d'opposition que dans une vision très caricaturale et très naïve de la première formule. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un seul savant de l'Antiquité, pour ce que je connais, qui croit vraiment qu'il va retrouver l'état unique de l'œuvre. Mais il n'empêche que c'est parfois formulé comme ça. Et que dans la perception qu'on peut en avoir un public non averti, combien de fois on nous demande, à toi ou à moi, quelle est la bonne version de cette œuvre ?
comprendre celle que je dois lire, qui est la bonne, que c'est validé, etc. quoi. Et c'est pareil pour les traductions, d'ailleurs. Et si on osait répondre toutes, ou successivement, il y aurait un problème. Donc, voilà, c'est cette vision caricaturale qui pose problème, mais je pense effectivement, et je vais prendre l'exemple justement de Reinach et de Bérard, dont tu parlais tout à l'heure. Si on les lit au premier degré, ces savants du début du XXe siècle, on peut penser qu'ils sont dans la première formule. Bérard, voilà, j'ai trouvé l'Odyssée telle qu'elle était et j'ai fait une édition définitive, si je puis dire, de l'Odyssée. Il y a quand même des formules qui semblent aller vers là. Mais Reinach, il y a ce côté-là, pas pour la maison de Kérylos, mais par exemple pour l'hymne à Apollon, où parfois il a des formules quand même, voilà, j'ai établi le bon texte, ou la bonne partition. Mais en même temps, quand on regarde la pratique et le discours de ces deux savants, on voit une profonde ironie dans leur démarche. Une ironie romantique, qui est celle du romantisme confronté à la philologie. Et ce que fait comprendre la philologie au romantisme allemand, c'est qu'on n'y arrivera jamais, que c'est asymptotique, qu'on est toujours dans l'essai. Donc au moment où on le fait, on est ironique, mais vis-à-vis de soi-même, on dit qu'on ne peut pas le faire. Et on se moque, et on sait très bien qu'on est créateur, et qu'on crée une multiplicité. Et je pense que précisément Reinach, quand il va voir Contrémoli et qu'il lui demande cette villa grecque, il est dans cette ironie, dans c'est impossible, mais je le fais quand même. Et Bérard, par instant, j'ai hélas pour moi beaucoup lu Bérard, et par instant il a des formules où il est clair qu'il s'amuse, et il se moque de lui-même. Et il se moque de lui-même dans cette espèce de personnage qui pense qu'il a raison, en quelque sorte. Ces savants ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il y aura d'autres états de l'œuvre perdue après eux. Donc on pourrait presque dire que cette idée de l'œuvre unique reconstituée, c'est presque une rhétorique. C'est ce qui rend leur discours persuasif et qui leur donne une autorité à un moment donné. C'est une pause, si vous voulez. Et puis, il faut bien dire ça, parce que sinon, comment on va justifier son travail, peut-être aux yeux du public, je ne sais pas. Mais profondément, oui, ils savent que ce qu'ils font n'est qu'une contribution à une multiplication des états de l'œuvre, et ce n'est pas un hasard que Joyce ait déclaré que Bérard était un grand artiste. C'est-à-dire que Joyce savait ce que Bérard avait fait avec l'Odyssée, donc il avait situé les lieux en Méditerranée, et il a fait la même chose à Dublin. Et la filiation est établie pour le coup historiquement, et Joyce a compris ça. Mais Bérard le savait, je pense aussi. Donc non, elles ne sont pas si opposées que ça. Mais est-ce que tu penses que cette philologie de la restauration des œuvres perdues ou des intermédiaires, les liants entre les fragments, est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que ça correspond à un âge, ça correspond assez bien à ce qu'on connaît d'un âge de la philologie au XIXe siècle, où il y avait une sorte de positivisme, on voulait arriver au bout du compte à une reconstitution la plus parfaite possible, et on pensait que c'était possible d'arriver à quelque chose, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même, précisément, et toute ta démarche en serait le sens et l'emblème, une sorte de modestie de la démarche philologique par rapport à cela, ou tu... C'est compliqué. D'abord, quand on voit les exemples que tu as donnés tout à l'heure, il faudrait poser la question à propos de positivisme à ces statisticiens qui essaient de remonter... Ils ne cherchent pas, me semble-t-il, et moi non plus, le reste, on ne cherche pas un objet unique. Nous cherchons à décrire... Je parle pour la méthode du roman arthurien et pour ce que je fais pour la tragédie grecque, à décrire ce que pouvaient être ces tragédies perdues. Il ne s'agit pas évidemment de les réécrire. Ça certes pas. De sens. Mais là, j'aimerais lire leur texte dans le détail, disons. Et de même, si on prend l'exemple du grand savant et du grand philosophe que fut Bollack aussi, dans le travail de Bollack, il y a d'un côté une claire conscience de l'histoire de l'interprétation, etc. Et puis, par instant, on a ces formules quand même assez inquiétantes, où, je caricature, où il dit « Oui, mais moi, j'ai la bonne méthode ». C'est-à-dire, il dit, tu caricatures à peine. Hein. Oui, il croyait vraiment qu'il avait la vérité, Bollack. C'est embêtant. C'est un petit peu gênant. Et
dans mes rapports avec des philologues, j'ai souvent observé ce que j'appellerais un repli vers des positions préparées à l'avance. C'est-à-dire qu'on commence effectivement par dire, de manière très politiquement correcte, que, bah oui, évidemment, tout cela est historique, qu'il faut être sceptique, etc. Et puis, il y a toujours le moment où on dit, oui, mais dans ma méthode, alors ça peut être n'importe quelle méthode, ça peut être la syntaxe, ça peut être l'histoire du livre, etc. Moi, là, c'est objectif et matériel. On cherche à garder ce petit précaré, en quelque sorte, tout en admettant, parce qu'on ne peut pas le nier, que, ben non, en fait, ce n'est pas vrai. Et franchement, je trouve ça très respectable aussi, parce que moi, j'ai envie que la fiction devienne le monde, et je comprends qu'ils aient envie d'avoir raison. Voilà, chacun ses plaisirs. Et je pense aussi, d'une manière anthropologique, que c'est un fantasme bien naturel à une culture que de vouloir conserver quelque chose du passé, ou des morts, justement. On ne peut pas s'en empêcher, pratiquement. Et c'est peut-être précisément parce que je vis comme d'autres cette expérience dont je parlais, familiale, particulière, que j'ai cette perception un peu particulière de « ben non, je retourne à rien quelque part ». Mais voilà, je pense que ça serait très intéressant anthropologiquement de se demander, et même psychanalytiquement ou ce qu'on veut, se demander ce que c'est que ce désir de vouloir reconstituer à l'identique, en quelque sorte, ce qu'il en est. Le fait est en tout cas qu'il est productif. Ça, c'est un fait, et c'est la bonne nouvelle, de toute façon. Mais oui, et que les croisements sont incessants, parce qu'on pourrait dire aussi que celui qui veut pluraliser à partir du manque, après tout, moi aussi je fais ça, mais peut-être que je pense que mes Wandering Rooms, c'est quand même la meilleure chose au monde. C'est-à-dire que je vais tenter d'établir une hiérarchie aussi. Mais bon, on pourrait dire que ce n'est pas parce qu'il y a un désir de vérité et que la vérité correspond à un désir qu'il n'y a pas nécessairement une vérité ou un début de vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins erronées, plus ou moins fautives, qu'il n'y a pas nécessairement des parcelles de vérité objective. Ce n'est pas parce que la vérité, le désir de science, obéit à qu'il y a un désir de science qu'il n'y a pas de science. Le monde montre que la science, quand même, a des résultats positifs, pratiques. Alors, sans doute, la philologie ne peut pas, sans doute, réaliser tout ce qu'elle rêve de faire. Et qu'il y a beaucoup d'affirmations et de proclamations qui restent un peu lettres mortes. Et c'est bien d'avoir un regard critique. Mais mettre tout cela sous le terme de fiction, c'est là que peut-être. Alors, j'ai jamais dit ça. Enfin, si je l'ai dit, j'ai eu tort. Non, il faut justement. J'ai beaucoup écrit pour essayer de distinguer la fiction et la spéculation, qui sont des gestes intellectuels très proches, mais qui sont quand même très différents, ne serait-ce qu'en termes de contrat avec l'interlocuteur. Donc, bien évidemment. La seule chose, c'est que les deux peuvent... Et ça ne serait pas productif, en plus, d'appeler tout ça fiction, en quelque sorte, parce que à tout mélanger, on ne verrait pas l'intérêt. En revanche, je parlerai plutôt, peut-être, pour ma part, d'un potentiel fictionnel de la méthode philologique. Et pour moi, elle fait modèle. C'est-à-dire qu'en gros, je la vois, ce que j'essaye de faire parfois, enfin, je ne fais pas que ça, heureusement, mais parfois je la vois qui spécule sur le passé. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est de cette spéculation sur le passé, faisons une création de fiction vers l'avenir. Mais je ne dis pas, parce que ça serait du relativisme sans intérêt, je ne dis pas que les philologues fassent de la fiction. Il y a des passages, c'est vrai, et je les ai étudiés précisément, mais ça, c'est pour voir le détail des textes, où vraiment il y a des îlots fictionnels dans le discours philologique. Et c'est assez fascinant, d'ailleurs, à voir d'un point de vue
purement énonciatif, hein, le moment où ça décroche, quoi. La phrase qui me vient toujours, c'est « je me plais à imaginer que le pseudo-Xénophon ». Cette phrase m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Comment ça, elle se plaît à imaginer que le pseudo-Xénophon, enfin, c'est quoi ce « il me plaît d'imaginer » ou « rêvons un instant ». Je vous invite à relire toutes les préfaces des Budets et chercher les « rêvons un instant ». Il y en a. Hein. Et donc voilà, là, ça c'est vrai qu'il y a ces îlots, ce que j'avais appelé des îlots fictionnels dans le discours philologique. Mais je ne pense pas, bien sûr, que ce soit la même chose pour deux raisons. La première, d'abord, c'est parce que, même si ce n'est pas parfait, il y a un besoin. Le public veut lire quelque chose, et moi la première. Je veux lire Homère, et comme je ne suis pas spécialiste de critique textuelle, eh ben, je prends le texte qu'on me donne. Et je sais bien que ce n'est pas forcément un texte définitif, mais c'est un texte. Il est là et il m'est donné, et avec la meilleure, comment dire, la plus grande honnêteté intellectuelle possible, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi la question, par rapport à la science, de la méthode. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne crois pas trop à la vérité du résultat, mais je crois en revanche à la rationalité de la méthode. Une méthode doit pouvoir rendre compte de sa rationalité. Le seul petit problème, c'est qu'une méthode rationnelle, et Freud l'a dit notamment, et Pierre Bayard l'a répété, une méthode rationnelle, ça peut être à la fois ce qui conduit à la spéculation, qui va ensuite éventuellement conduire à des vérifications quand c'est possible, et c'est aussi ce qui peut conduire au délire paranoïaque. Et c'est très proche, j'y peux rien. C'est la même chose, c'est-à-dire j'enchaîne des raisons selon la logique, le principe de non-contradiction, etc. Le but n'est pas du tout le même, mais c'est ce que l'on peut, et le travail de Pierre Bayard repose beaucoup sur ça. Pierre Bayard fait travailler la méthode dans le sens de l'invention. Il prend la méthode que nous avons pour lire les textes et puis il montre que ça peut créer du fictif. Il ne faut pas pour autant, et je vais juste finir, mes réponses sont beaucoup trop longues, mais il ne faut pas pour autant me dire que ce que je fais n'est pas bien parce que je mélange tout et que, avec des discours comme ça, on tombe dans le négationnisme, par exemple. Hein. On me l'a déjà dit. Donc, voilà, si on peut tout mettre en doute, bon. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que, tout dépend du propos. Moi, je crois beaucoup au propos, quand même. Si le propos est ludique ou sérieux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, malheureusement, oui, c'est possible d'utiliser la méthode scientifique pour créer de l'invention. Oui, c'est possible. J'y peux rien. Le délire paranoïaque existe. C'est-à-dire, c'est possible, en enchaînant les raisonnements et en s'éloignant du fait, de créer du mensonge. Mais de même qu'un savant peut cultiver un virus en laboratoire pour comprendre comment lutter contre ce virus, nous pouvons, dans nos laboratoires d'intellectuels ou de je ne sais quoi, voir comment ça fonctionne. Voilà, je montre comment je peux inventer à partir de cette méthode. Bien évidemment, dernier point, la différence, c'est que logiquement, la science doit pouvoir, à un certain point, faire l'épreuve des faits. Et ça lui arrive d'ailleurs. Il arrive qu'on retrouve un papyrus dans les sables d'Égypte. Et là, ça se heurte aux faits, alors que le délire n'a que faire du fait. Donc, bien évidemment, il y a aussi cette différence. Voilà la réponse. L'espoir de la vérification est encore là. Nous Oui. pouvons terminer là-dessus et remercier Sophie Rabault de son regard critique, ultra critique, je pense, à certains égards, sur la philologie, mais qui nous fait quand même beaucoup penser. Merci infiniment. Merci à vous.